Chiedo scusa sia agli organizzatori e a tutti coloro che sono qua. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, il ne s'est pas présenté, c'est monsieur Mauro Franchi, c'est un avocat d'une association italienne qui s'appelle Sindacato d'Azione del Parma. Et il s'excuse pour parler en italien, je vais faire la traduction. Voilà, il s'excuse beaucoup de cette chose. On a essayé de faire en français, mais c'est un peu difficile, donc il préfère de parler en italien et moi je vais le traduire. Merci. Allora, io parlo del contenzioso Covid in Italia. Il va parler du contentieux Covid en Italie, un bilan juridique et civil, un bilan qui est complètement fallimentaire. Perché il sistema di giustizia italiano si è manifestato come un sistema. Parler de justice en Italie signifie aujourd'hui se confronter à un appareil qui, à des rares exceptions près, a choisi le silence ou pire, la complicité. La gestione del Covid-19 è stata in Italia un laboratorio. La gestion du Covid-19 a été un laboratoire de compression des droits fondamentaux, une répétition générale de la manière dont un système peut se replier sur lui-même, abandonnant sa fonction primordiale, la protection du citoyen. Dei diritti del cittadino. Nel nostro paese, cioè l'Italia, dans notre pays, l'imposition de l'obligation vaccinale a créé deux catégories de citoyens. Ceux qui ont dû céder, souvent sous menace de suspension du travail et des salaires, et ceux qui ont résisté, payant le prix fort fait d'exclusion, de discrimination et de sanctions. Les plus touchés ont été le personnel de santé, le personnel scolaire et les forces d'ordre, ceux qui, par mission de devoir, devraient être protégés par l'État et non persécutés. Il vient d'ajouter aussi une catégorie dont on ne parle jamais, c'est les enfants. Les enfants, ils ont vraiment été piégés par l'État. Sotto tutti i profili. E quindi coloro che per missione e dovere dovrebbero essere tutelati dallo Stato sono stati. Pour les autres travailleurs, l'alternative était un test tous les 48 heures, une vexation sanitaire et économique parce qu'il fallait le payer. E una vessazione sanitaria ed economica. Poi c'è stato il problema degli over 50. Puis il y a les plus de 50 ans, frappés par une sanction simplement pour avoir exercé le droit de choisir ce qui concerne leur propre corps, parce qu'ils ont eu l'obligation vaccinale, toutes les personnes au-dessus de 50 ans. Une mesure que le gouvernement Meloni a formellement révoquée, mais qui pendant des mois a pesé sur la vie de centaines de milliers de personnes. Aggravato sulla vita di centinaia di migliaia di persone. Io credo che in Italia le sentenze della magistratura siano qualcosa di vergognoso e che va denunciato fortemente. Je crois que le sentenze in Italia non mi veramente vergognose. Digli pure che io faccio fatica molto a seguire un discorso scritto perché con più lo leggo, con più mi arrabbio e con più vorrei dire molte altre cose. Alors, il a des difficultés à suivre ce que lui, il a écrit avant de partir, parce que le plus il le lit et le plus il se fâche et il voudrait dire beaucoup plus de ça. Mais les temps, c'est ce qui c'est, donc il faut qu'on regarde trop. Alors, la Cour constitutionnelle italienne, en 2018, avait reconnu la valeur suprême du droit à la vie et à l'intégrité physique. En 2023-2024, toujours la Cour constitutionnelle italienne a renversé ce principe avec des sentences, justifiant au nom du bien collectif même le sacrifice de la vie humaine. Une affirmation qui contredit non seulement le droit naturel, mais aussi la Constitution italienne elle-même, qui place la personne au centre de l'ordre juridique. Arrivando a giustificare nel nome del bene collettivo perfino il sacrificio della vita umana, e questo è un grande scandalo. La linea è stata Dans les tribunaux ordinaires, la ligne a presque toujours été la même. Refus de demandes suspendues,
déresponsabilisation des institutions, approbation des mesures d'urgence. Et pourtant, dans ce scénario désolant, quelques phrases ont brillé comme des phares dans la brume. À Florence, la juge Susanna Zanda a eu le courage de remettre la personne, le droit et la dignité du travailleur au centre. Elle n'a pas été seule, mais elle faisait partie d'une minorité héroïque, contrainte de défier un système judiciaire de plus en plus aligné sur le choix politique. Au niveau pénal, on a eu énormément de dénonces et elles ont toutes été passées sous le silence. Sono state tutte silenziate, diciamo, no? Non sono state prese in considerazione. On a fondé un comité civique de contrôle pour la commission parlementaire Covid-19 que le gouvernement italien a mise en place. Et au début, on était heureux de cette nouveauté. Mais un des commissaires qui a été nominé, c'est Giuseppe Conte, qui était le Premier ministre en Italie en 2020-2021. Donc c'est lui qui a décidé les confinements et le pass sanitaire et tout ça. Et lui, il est un des commissaires de cette commission parlementaire. Donc on a dit, bon d'accord, alors c'est une commission sur laquelle on ne peut pas compter. Donc on a fondé un comité civique de contrôle sur la commission et on vient de commencer il y a 2-3 mois. On a mis tous les experts italiens au niveau médical, au niveau juridique ensemble. Et comme ça, on espère de faire un peu de faire émerger un peu de vérité. Voilà, merci beaucoup. Dommage corporel, et dans ce cadre-là, je défends les victimes d'effets indésirables suite au vaccin. Mon intervention, ça va surtout pour vous présenter l'indemnisation qu'on peut avoir par l'ONIAM. L'ONIAM, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Donc il va indemniser les personnes victimes d'accidents médicaux, d'infections nosocomiales au-delà d'une certaine gravité, et les personnes victimes d'effets indésirables suite à des vaccinations obligatoires. Donc il y a les vaccinations obligatoires et les personnes vaccinées pendant les mesures d'urgence sanitaire. Ça veut dire que toutes les personnes vaccinées contre le Covid pourront donc saisir l'ONIAM si elles ont des effets indésirables, prétendre à une indemnisation devant l'ONIAM si elles ont des effets indésirables suite au vaccin. Pour ces procédures ONIAM, sur leur site, il y a un formulaire à remplir avec toute une liste de pièces à joindre, notamment les dates de vaccination, les numéros de lot, tout ce qui va avoir sur le plan médical qui va décrire les faits indésirables, donc le dossier médical, les arrêts de travail. Et ce qui est bien aussi, c'est d'avoir le dossier médical avant la vaccination pour permettre d'établir qu'il n'y avait pas d'antécédent. Alors c'est vrai que on n'a pas toujours, on ne va pas forcément faire un examen, surtout avant de se faire vacciner, mais j'ai le cas par exemple d'une cliente qui, quelques mois avant la vaccination, s'était fait poser une prothèse de hanche, et dans ce cadre-là, elle a vu un bilan un petit peu complet avant l'anesthésie, et on voyait que sur le plan cardiaque, elle n'avait rien. Et après la vaccination, elle a eu de multiples arrêts cardiaques. Donc ces éléments permettent d'apporter la preuve qu'avant la vaccination, on n'avait rien. Donc c'est bien d'avoir tout le dossier médical. Ensuite, on va donc tout envoyer à l'ONIAM. Et l'ONIAM, s'il estime que le dossier est complet, donc c'est toujours très long, va désigner un expert médical. On va avoir une expertise médicale. Et donc c'est bien cette expertise d'être accompagné d'un avocat, d'un médecin, parce que l'ONIAM aura de son côté un avocat, des médecins, et sinon la victime se sent vraiment très seule, parce qu'on va dire que tout ce qui est, dès qu'on impute un effet indésirable à une vaccination, c'est quand même loin d'être gagné. Une fois qu'il y aura l'expertise, l'expert il va évaluer tous les préjudices subis par cette victime et puis donner son avis s'il pense qu'il peut y avoir un lien de causalité
entre l'effet indésirable qu'on impute à la vaccination et cette vaccination. Une fois qu'on a le rapport d'expertise, l'ONIAM, soit il rejette d'emblée, il ne fait pas d'offre, il considère qu'il n'y a pas lien de causalité, soit il va faire une offre à la victime. Les offres de l'ONIAM sont extrêmement basses et en général on ne peut même pas négocier avec eux. On leur fait des courriers, ils répondent, soit ils ne répondent pas, soit c'est complètement à côté. Donc généralement on saisit après les juridictions administratives. Moi dans tous les dossiers, j'ai jamais transigé avec l'ONIAM parce que voilà, sauf si on est... C'est vrai que la procédure administrative c'est long, mais sinon voilà, on n'a que des indemnisations qui vont être dérisoires. Donc devant les juridictions administratives, on peut obtenir un peu plus, même si voilà, les juridictions administratives, c'est pas non plus celles qui sont les plus généreuses, mais celles qui sont compétentes quand on va mettre en cause l'ONIAM. Devant les juridictions administratives, pour établir le lien de causalité, parce que c'est toujours, ça va être toujours à la victime de rapporter la preuve de ce lien de causalité entre l'effet indésirable et la vaccination, la jurisprudence évolue, on va dire, en permanence. Et donc j'ai obtenu une décision du Conseil d'État le 7 novembre 2024, donc c'était pas concernant la vaccination Covid, mais une vaccination hépatite B. Et ce jour-là, il y a eu 3 décisions rendues, et le Conseil d'État va donner un peu une ligne de conduite pour les juges, pour leur dire un petit peu comment reconnaître ce lien de causalité. Donc on va dire, en fait, il faut que les juges y raisonnent en 2 temps. D'abord, s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques devant eux, s'il n'y a absolument aucune probabilité qu'un lien existe. Si les juges peuvent dire bah non, c'est sûr, il n'y a aucune probabilité, ils vont rejeter la demande. Si par contre il y a une probabilité, même infime soit-elle, ils doivent alors ensuite étudier les circonstances de l'espèce. Et là, ils vont étudier 2 choses. Donc déjà qu'il n'y avait aucun antécédent avant, ou alors il y avait des antécédents, mais la maladie s'est aggravée d'une ampleur qui était totalement imprévisible. Et ils doivent voir le délai d'apparition des symptômes entre la vaccination et l'effet indésirable. Et ils vont reconnaître le lien de causalité quand ils vont reconnaître un délai normal. Alors un délai normal, c'est un peu compliqué à déterminer. Jusque 2021, le Conseil d'État retenait un bref délai, et le bref délai, c'était 2 à 3 mois. Donc ça veut dire qu'en fait, on reconnaissait que des effets indésirables à court terme. Et si une pathologie apparaissait à moyen et long terme, le lien de causalité n'était pas établi. Le délai normal, donc dans ces dossiers du Conseil d'État qui ont été rendus le 7 novembre 2024, on considère qu'en gros c'est 1 à 2 ans un délai normal. Et si on a ce lien de causalité reconnu, alors les personnes vont être indemnisées. Il faut s'armer beaucoup de patience. Cette cliente que j'ai eue pour ce dossier hépatite B, elle est venue me voir en 2015, ça fait déjà 10 ans. Elle avait déjà saisi toute seule l'ONIAM, donc on a pris en cours de route. On a une expertise, ils ont considéré qu'il n'y avait pas de lien de causalité. On a saisi la juridiction en référé pour demander une nouvelle expertise. On s'est fait jeter, on a fait appel, on s'est fait jeter. On a ressaisi le tribunal au fond. Cette fois, on a obtenu une expertise qui était plus favorable, qui reconnaissait la possibilité d'un lien de causalité. Donc on a ressaisi à nouveau le tribunal pour demander l'indemnisation de la victime. On a obtenu gain de cause. L'ONIAM a fait appel. Devant la cour administrative d'appel, on a une première audience. Les juges ne sont pas prononcés, ils ont voulu demander l'avis de l'Académie de médecine. L'Académie de médecine nous a rendu un avis sur lequel elle indiquait qu'il n'y avait pas de lien de causalité établi avec certitude, mais il y avait des études qui étaient quand même qui avaient été faites sur la possibilité d'un lien. Et la cour administrative d'appel ensuite nous a dit l'Académie de médecine a dit qu'il n'y avait pas de lien, donc on est rejeté. Ils ont rejeté la demande. On a donc saisi un pourvoi devant le Conseil d'État. Et donc là, on a gagné le pourvoi au Conseil d'État au mois de novembre. Donc c'est avec cette nouvelle jurisprudence, on va dire que là, maintenant, les juges doivent suivre cette ligne de conduite, on va dire. Donc voir s'il n'y a aucune probabilité qu'un lien existe. Dans le cadre de l'hépatite B, par exemple, ce lien, c'était marqué dans la notice quand même que le risque existait. Donc on ne peut pas dire qu'un tel lien n'existe pas. Et ensuite, voilà, voir s'il y a un délai normal et s'il n'y a aucune autre cause possible. Pour tout ce qui est Covid, ça va être le même principe. Les juges vont devoir suivre cette ligne de conduite. Et on sait déjà qu'un certain nombre d'effets indésirables, on pense notamment au péricardite, myocardite,
les troubles menstruels, tout ça, ça a déjà quand même été reconnu. Donc les juges ne pourront pas dire il n'y a aucune probabilité. Donc déjà, cette case sera remplie. Et ensuite, voilà, au cas par cas, il va falloir établir si c'est apparu dans un délai normal. Je pense que le délai normal, il peut évoluer aussi, parce que pour l'instant, pour le Covid, on n'est que sur un délai court depuis 2021, mais les effets indésirables, on le voit notamment tout ce qui est turbocancer, je dirais que ça commence à apparaître, les maladies neurologiques. Donc je pense que ce délai normal, il va être aussi amené à évoluer. Et ensuite, voilà, les victimes, l'expert va évaluer... Les experts vont évaluer l'ensemble des préjudices de la victime. L'idée, c'est qu'elle soit indemnisée intégralement, donc de la replacer dans l'état dans lequel elle aurait été sans cette vaccination, enfin sans ces effets indésirables. Donc à la fois les préjudices extra-patrimoniaux, les souffrances, les gênes au quotidien, s'il y a des préjudices esthétiques, si elle faisait une activité sportive, elle ne peut plus en faire, et sur le plan aussi patrimonial, avec les pertes de salaire. Parfois, les victimes sont obligées de changer d'activité professionnelle. Elles peuvent avoir besoin d'une aide tierce personne au quotidien, donc tout ça doit être évalué pour qu'elles puissent être indemnisées. Voilà, alors c'est intégralement, ça va être une indemnisation évidemment en euros, ça remplacera jamais l'état de santé qu'elles avaient auparavant, mais c'est une compensation. Donc dès qu'il y a un effet indésirable, voilà, il faut faire sa déclaration déjà à la pharmacovigilance. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais ça fait partie de la déclaration de la pharmacovigilance des documents qu'il faut joindre à la demande quand on fait son dossier au NIAM. C'est long, mais pour être indemnisé, voilà, ce droit à indemnisation, il existe. C'est un peu le parcours du combattant, mais on peut y arriver. Donc, voilà, je vais passer à mon confrère pour la suite. Merci Florence. Donc moi je suis Marc Montagnier, je suis avocat sur Versailles. J'exerce aussi en tant qu'avocat de réparation du préjudice corporel. Et donc voilà, je vais vous dire un petit mot sur ce qui se passe lors de la phase ONIAM, à savoir l'expertise médicale. Alors vous dites tous, Florence nous a fait un exposé intéressant sur l'ONIAM, mais elle a dit que ça ne marchait pas et qu'on avait peu d'indemnisation. Simplement, il faut savoir que l'ONIAM est une étape indispensable. C'est-à-dire que vous, si vous êtes victime d'effets secondaires, vous ne pouvez pas aller voir directement le juge en disant « Monsieur le juge, je veux être indemnisé ». Il faut passer par l'ONIAM, c'est une phase obligatoire. C'est pour ça que, voilà. Mais c'est une phase qui est intéressante parce que ça permet déjà de poser les choses, d'avoir une expertise. Ça permet aussi de voir quelle est la position de l'ONIAM, qui sera votre adversaire devant le tribunal, et ça permet aussi d'organiser les choses. Moi, je vais juste faire, à titre liminaire, un petit mot sur la nécessité de faire appel à un avocat. Parce que quand on parle avec la majorité des personnes, j'ai envie de dire mais l'avocat ça coûte cher, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est un peu une boîte noire. Bon, je ne vais pas parler au nom de mes confrères, mais nous sommes tous ici sensibilisés à la situation des personnes victimes d'effets secondaires. On sait bien que effets secondaires, ça veut dire aussi baisse de revenus, ça veut dire la famille qui s'éloigne un petit peu, ça veut dire les charges qui augmentent de façon exponentielle, ne serait-ce que pour se soigner. Donc on a conscience de ça et on est les premiers à utiliser les aides juridictionnelles, les prévoyances et faire en sorte que les gens n'aient pas d'argent à sortir immédiatement de leur poche. Ça c'est quand même un message important. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que le droit, c'est une matière un peu particulière. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si jamais vous repeignez le mur de votre salon, vous ratez la peinture, vous le refaites une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, 40 fois, si vous voulez. Vous pouvez même démolir le mur. En droit, une fois que vous faites votre demande, si votre demande est mal formée, c'est fini. Par exemple, si vous demandez à un juge une somme de 10 000 €, alors que votre préjudice est de 1 million d'euros, vous ne pouvez pas dire « Écoutez, excusez-moi, monsieur le juge, je me suis trompé, c'est pas 10 000 €, c'est 1 million d'euros ». Ça ne marche pas. Et même si vous faites appel, la cour d'appel vous dira « Écoutez, non, votre demande initiale, c'est 10 000 €, moi je suis tenu par les 10 000 €. » Donc pour ça, j'insiste vraiment sur le fait de prendre un avocat, et un avocat qui connaisse
le préjudice corporel. Voilà, donc ça c'est important. Il y a un moyen simple de savoir si l'avocat maîtrise ce domaine-là, c'est qu'il faut qu'il soit accompagné et qu'il vous propose lui-même un médecin de recours, une équipe de médecins de recours. Qu'est-ce qu'un médecin de recours? C'est un médecin qui est de votre côté et qui va vous assister lors de l'expertise. C'est un médecin qui souvent ne coûte rien. Pourquoi il ne coûte rien? Parce qu'il est payé par la protection juridique et de plus en plus payé par les mutuelles. Donc si vous avez une mutuelle, il sera payé par la mutuelle et en cas de victoire, de toute façon, il sera remboursé intégralement. Nous, la méthode qu'on a mise en place, elle est simple. C'est que lorsque une personne vient, on lui fait déjà passer une batterie de tests, il faut qu'elle ait un dossier médical complet. C'est-à-dire, quoi un dossier médical complet? Il faut qu'il y ait un lien entre les symptômes qu'elle décrit, par exemple, je me sens essoufflé, j'ai mal au cœur ou j'ai une baisse de tension avec des éléments concrets. Par exemple, un électromyogramme, un électrocardiogramme, un test d'effort, un test pulmonaire. Si vous n'avez pas ça, vous êtes sûr de perdre, c'est évident. Voilà. Il faut mettre en perspective des allégations avec des éléments médicaux qui soient objectifs. C'est vraiment très important. Et donc nous, la méthode qu'on a mis en place, je pense que mes confrères font pareil, c'est de faire une expertise préliminaire. Pourquoi faire une expertise préliminaire? C'est le médecin de recours, le médecin qui en travaille habituellement, qui va faire cette expertise-là, qui va faire cette expertise. Pourquoi? Parce que autant les avocats adorent se taper dessus, s'insulter, enfin voilà, dans les tribunaux, autant il n'y a pas plus consensuel qu'un médecin. C'est-à-dire que vous mettez deux médecins dans une pièce, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est trouver des points communs, trouver des consensus. J'ai jamais vu de médecins se traiter de nom d'oiseau ou être dans un conflit. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils trouveront quand même des points d'accord. Donc l'idée, c'est que lorsque vous avez ce rapport d'expertise préliminaire, le médecin désigné par l'ONIAM, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va réinventer la roue? Ce n'est pas sûr. Il va s'inspirer de ce rapport, notamment sur la chronologie, sur les symptômes. Donc c'est rare qu'on ait un rapport extrêmement différent. Et aussi, il va s'inspirer de ça pour les cotations. Voilà, ça c'est très important. Très important. Et ce qui est aussi important dans cette phase-là, c'est de rien oublier. Parce que si vous voulez, souvent, les gens qui viennent nous voir décrivent un certain nombre de symptômes, mais ils en oublient certains. Ils en oublient certains. Par exemple, je prends juste un cas, par exemple pour tout ce qui est accident de la route, souvent les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont un traumatisme crânien, parce que forcément, ils sont un peu ralentis, ils ne se rendent pas compte de ça. De même, pour les victimes du vaccin, il y a des symptômes qu'ils peuvent oublier, ou alors qu'ils sont un peu passés à la, je pense notamment à l'impact psychologique. Parce que ça reste encore tabou. Ça reste tabou d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychiatre. Non, mais moi je suis pas fou, voilà, je suis pas psychopathe, j'ai pas besoin d'aller voir un psychologue. Or, il faut savoir que dans la réparation du dommage corporel, le côté psychologique peut compter autant, si ce n'est plus, que les dégâts physiques purs. Donc c'est pour ça que c'est important. Le fait de faire appel à la maison de recours, ça permet aussi d'avoir une vision globale et de rien oublier. Encore une fois, toujours rien oublier, parce que lors de l'expertise, pour ceux qui l'ont vécu, c'est une épreuve assez difficile. Les questions fusent, vous n'avez même pas le temps de répondre que l'autre question arrive. Donc si vous n'êtes pas bien préparé, si vous n'êtes pas préparé en amont avec l'avocat et votre médecin de recours, vous allez passer à côté de la moitié des préjudices. Et il faut savoir aussi que rien ne se présume. Rien ne se présume. Par exemple, j'avais une femme qui avait été extrêmement ralentie, qui avait des douleurs. Elle ne pouvait même pas elle avait des douleurs pour s'habiller, pour se déshabiller. Et je lui dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit à monsieur l'expert? Ah, mais l'expert a bien vu que j'avais du mal à me déshabiller. Non, l'expert n'est pas en train de regarder si les gens s'habillent ou se déshabillent. Donc, encore une fois, l'idée, c'est d'être exhaustif et de rien oublier, parce que sinon, si vous ne le dites pas au moment de l'expertise, ce sera trop tard. Moi, le conseil qu'on donne aux gens, c'est d'écrire. Maintenant, ce que font les experts, c'est qu'ils annexent toutes les plaintes des victimes à leur rapport. Donc si vous écrivez, que ce soit à l'ordinateur ou à la main, ce sera annexé et ce sera acté. Ce sera acté, comme ça on est sûr que l'expert ne pourra pas dire « oui, il ne me l'a pas dit » ou « j'ai oublié » ou « il ne l'a pas mentionné ». Ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà. En tout cas, en résumé, ce qui est important, c'est d'avoir l'avocat, le médecin de recours. Il faut que l'avocat soit présent à l'expertise, très important.
quelques avocats qui disent « Non, moi ça ne m'intéresse pas, c'est médical ». Si, parce qu'il faut savoir exactement quelle est l'étendue de la mission de l'expert. C'est important aussi d'avoir le cadre juridique. Et le médecin de recours aussi est indispensable pour justement expliquer à son confrère quels sont les différents symptômes. Ensuite, je vais juste compléter un point sur ce qu'a dit Florence. Florence a parlé de l'état antérieur. Alors, il y a surtout un signe de découragement qu'on peut avoir quand on va voir son généraliste. Par exemple, quelqu'un qui va développer une sclérose en plaques, ou quelqu'un qui va développer je dis gens par exemple qui ont des atteintes auditives, par exemple. Eh bien, ce que va dire le généraliste va vous dire, mais de toute façon, monsieur, madame, vous l'aviez déjà en vous. Donc ce serait de toute façon se déclencher. La jurisprudence est claire, c'est une jurisprudence de la Cour de cassation, qui a été aussi recopiée par le Conseil d'État, qui dit que même si la maladie était en vous, eh bien vous avez droit à être indemnisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le vaccin déclenche ça en vous, ça ne minore pas vos droits. C'est-à-dire que vous avez droit à 100% d'indemnisation. C'est quand même important de le savoir. Et puis en plus, dernier élément, le fait d'avoir une expertise qui soit correcte. C'est-à-dire quand je dis correcte, c'est que vous avez donné tous les éléments en première instance devant l'ONIAM. Lorsque vous passerez dans le tribunal administratif pour contester soit le montant, soit l'imputabilité, vous serez beaucoup mieux reçu par le tribunal. Voilà. Maître Prigent, avocat au barreau de Paris. Alors quand vous pensez à l'aspect pénal, vous imaginez probablement des infractions. Je vais prendre un pari, je crois qu'à peu près toutes les infractions auxquelles vous avez probablement pensé sont inapplicables. Par contre, il y en a une qui l'est. Donc je vais commencer par la mauvaise nouvelle et je vais faire la bonne ensuite. Mauvaise nouvelle, c'est que si vous vous dites, est-ce qu'il y a eu homicide involontaire, blessures involontaires, empoisonnement, mise en danger délibéré de la vie d'autrui, genre d'infraction portant atteinte à la santé, la réponse est non. Pourquoi la réponse est non? C'est parce que vous avez deux règles cardinales en droit français, enfin dans le droit d'à peu près tous les pays civilisés. Règle numéro 1, nul ne peut être condamné pour un fait qui a été autorisé par la loi, par le règlement. Si vous êtes autorisé à faire quelque chose, vous ne pouvez pas être puni pour l'avoir fait. Si vous dites à vos enfants, tu as le droit de ranger ta chambre, il range sa chambre, vous n'avez pas le droit de lui mettre une tarte derrière. Vous êtes un mauvais parent quand vous faites ça. Deuxième règle, ce qui est à un moment autorisé, même si ensuite, avant c'était interdit, est autorisé. C'est ce qu'on appelle un principe qui est la rétroactivité pénale, la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Si on dit désormais ce comportement n'est plus réprimé, à ce moment-là, même si à l'époque où vous l'avez fait c'était illégal, comme ce n'est plus réprimé aujourd'hui, les gens ne peuvent pas être sanctionnés. Vous appliquez ça en matière de vaccin, le fait d'avoir même mis en œuvre une vaccination obligatoire, tout ça est prévu par la loi. Le fait d'avoir administré ces vaccins, le fait d'avoir recommandé la consommation, l'utilisation de ces vaccins, le fait d'avoir recommandé aux gens de se faire injecter et réinjecter, tout ça était autorisé par la loi ou par le règlement. Donc vous pouvez pas, même règle que je disais sur l'enfant auquel vous ne pouvez pas mettre une tarte parce qu'il a fait quelque chose que vous l'avez autorisé à faire, et ça va même encore plus loin dans notre cas évidemment, puisque la loi obligeait à faire quelque chose. Donc vous ne pouvez pas dire, quelqu'un a obéi à une loi, donc comme il a obéi, je vais le punir. C'est le cas encore plus choquant où vous dites à votre enfant, va ranger ta chambre, il range sa chambre, vous voyez que la chambre est proche, et à ce moment-là, vous lui mettez 2 baffes. Évidemment, ça ne fonctionne pas. En revanche, ce qui peut fonctionner, c'est l'escroquerie. Pourquoi je dis l'escroquerie? L'escroquerie, c'est un délit formidable en droit pénal, parce que c'est un délit large et protéiforme. C'est un délit qui s'adresse à des gens intelligents. La plupart des délinquants sont des brutes épaisses. Dans le comportement, la sociologie du délinquant, c'est une brute. L'escroquerie, c'est un peu particulier. C'est un délit commis par des gens intelligents et charmants. Beaucoup plus que la moyenne. Et c'est un délit qui est protéiforme parce qu'il y a plein de façons d'escroquer ses semblables. Il y a toujours une forme de nouveauté pour que ça fonctionne. Il ne faut pas employer la même combine que les 15 fois précédentes. Or, qu'est-ce qui caractérise l'escroquerie? L'escroquerie, c'est le fait d'employer des manœuvres frauduleuses ou d'user d'une qualité vraie mais qui inspire confiance. Médecin, on est une par exemple. Quand vous êtes médecin, vous parlez en matière médicale, les gens se disent, bon, il doit quand même savoir de quoi il parle. Pour obtenir une remise de fonds ou un acte opérant obligation ou décharge. Alors, remise de fonds, vous regardez les montants des contrats conclus avec Pfizer, Moderna, AstraZeneca, il y a un peu d'argent qui a transité, on ne va pas se mentir. Et évidemment, il y a eu des actes avec un effet juridique à chaque fois que vous aidiez chez vous faire injecter. Pour ceux qui sont fait injecter, effectivement, il y avait un contrat qui naissait. Et là-dessus, ce contrat
reposait, pour beaucoup de gens, sur l'idée que le vaccin avait des propriétés qu'en réalité il n'avait pas. Une des choses qu'on nous a le plus vendues était, regardez, ça empêche la transmission. Il y a de très très nombreuses traces de dire ça empêche la transmission. Il a été aussi dit, ça empêche complètement de tomber malade, ou ça empêche de développer une forme grave, ou ça empêche de mourir. Tout cela était faux. Tout cela était faux, et les manœuvres frauduleuses ont permis d'obtenir la conclusion de contrat, alors, avec l'Union européenne ou avec l'Union européenne comme mandataire pour le nom des États, mais il y a toujours eu une conclusion d'un contrat avec un transfert de fonds. Ce qui signifie que ces vaccins, en réalité, de la part des laboratoires pharmaceutiques, contrats de vaccination, les vaccins ont été vendus via une escroquerie. Alors vous dites, escroquerie, quand même, c'est beaucoup moins grave que ce qui s'est passé réellement, il y a des vies qui ont été détruites et ainsi de suite. Je vais vous faire la réponse du bonhomme qui a fait tomber Al Capone pendant la Prohibition. Al Capone, vous regardez un petit peu, le type a un pédigré assez brutal, mais la raison pour laquelle il a été condamné, c'est la fraude fiscale. Il est allé en prison pour fraude fiscale. Parce qu'il y avait un bonhomme qui a fait tomber Al Capone, avait un très bon juriste avec lui qui lui a dit pour le reste, on ne peut pas le caractériser, on ne peut pas le prouver, c'est prescrit, ainsi de suite. Par contre, l'important, c'est que ça marche. Et moi, je dis souvent, il n'y a pas de petits moyens, il n'y a que des moyens efficaces. C'est la question de savoir si vous voulez gagner ou si vous voulez faire un témoignage. Si vous voulez gagner, le délit qui fonctionne, c'est l'escroquerie, avec des conséquences qui peuvent être assez graves. Parce que l'escroquerie en bande organisée, c'est 7 ans de prison, 750 000 € d'amende par personne, mais surtout, après, alors c'est pas vous qui allez en profiter, du moins pas directement, c'est la restitution des montants qui ont été versés indûment. Donc par exemple, un État peut dire, mais attendez, moi je vous ai acheté pour 7 milliards d'euros de produits, c'est indexé sur l'inflation en plus, les indemnités, c'est sympa. Donc je vous ai acheté pour 7 milliards d'euros de produits, mais après une escroquerie. Donc il faudrait peut-être penser à rendre l'argent en fait. Les 7 milliards, il va falloir les rendre. Puis en réalité, si vous faites le montant, il y a beaucoup plus que 7 milliards. Tous les dégâts qui ont pu être causés à des gens, même si ce n'est pas une appropriation frauduleuse, tous les dégâts qui ont pu être causés à des gens, c'est des dégâts qui ont pu être causés par une escroquerie. L'indemnité, c'est au laboratoire de payer. On se pose beaucoup la question de savoir que faire, à côté des laboratoires qui sont des personnes morales, des sociétés commerciales, donc ils peuvent être condamnés, que faire, et c'est le cas par exemple de l'action du syndicat Liberté Santé contre les médecins de plateau qui racontaient n'importe quoi, ben, il y a 2 hypothèses. Première hypothèse, c'est que le type est ce qu'on appelle un tiers de bonne foi. Donc c'est un abruti qui marche dans la combine. C'est classique en matière d'escroquerie. Trouver un type un peu neuneux pour pouvoir donner du crédit à vos mensonges. Si en plus il a une qualité qui par nature inspire confiance, comme par exemple médecin ou pharmacien, c'est tant mieux, c'est un bonus. Donc là, le bonhomme, effectivement, a juste à dire « Bon, bah, il se trouve que j'étais un abruti, j'ai raconté n'importe quoi, j'étais l'idiot utile. » Bon, vous passez quand même pour le roi des imbéciles quand même quand vous en êtes réduit à ce genre de défense. Ou alors, si vous étiez un tant soit peu conscient des choses, parce que vous n'êtes pas prêt forcément à assumer que vous êtes un abruti, ou alors vous n'arrivez pas à démontrer que vous êtes un abruti, quand vous avez fait de nombreuses études et que vous êtes professeur de médecine, on peut se dire « Tu nous dis que tu es débile, Bruno, par exemple, mais est-ce que tu es vraiment aussi bête que tu le prétends ?» C'est pas évident. Donc là-dessus, vous devenez un facilitateur. Alors un facilitateur, en droit pénal, c'est un petit nom, ça s'appelle le complice. Donc le complice, lui, est puni comme l'auteur principal. Et à ce moment-là, même chose, 7 ans de prison, 750 000 € d'amende. Alors les gens se disent parfois 7 ans de prison, c'est pas drôle, mais c'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on a subi et des dommages qui ont été causés. Oui et non. C'est-à-dire que les bons hommes qui vont en prison, d'habitude, quand je vous dis qu'un délinquant est une brute épaisse, les bons hommes qui vont en prison sont généralement des types très endurcis, brutaux. Je ne vais pas dire que c'est agréable pour eux, mais quand vous avez l'habitude de passer votre vie en prison et que vous êtes un malfrat depuis vos 15 ans, vous avez le cuir solide. Lorsque vous vivez dans le 16e arrondissement de Paris ou dans un très bel arrondissement à Lyon, dans un petit hôtel particulier, et que d'un coup vous vous retrouvez avec les malfrats et que, bon, si vous avez la malchance d'être hétérosexuel et pas trop apprécier le plaisir à plusieurs dans les douches, là c'est quelque chose d'assez brutal et c'est un véritable changement pour votre niveau de vie. Et même si ça va durer seulement 7 ans, c'est une expérience particulièrement désagréable. Par conséquent, si vous voulez vous plaindre des dommages que vous avez subis parce que vous avez été parce que vous avez été injecté, que vous avez subi des conséquences, ou bien que vous considérez, ce qui est mon opinion, je n'ai pas été injecté, de dire, attendez, il y a quand même eu des comportements de voyous qui devraient être punis. La chose que vous pouvez faire, qui est la plus utile, c'est de prendre les aveux qui ont été faits,
à de nombreuses reprises, parce qu'aujourd'hui on a de très nombreux aveux, disant en réalité, effectivement, ça n'empêchait pas la transmission, ça n'empêchait pas complètement les formes graves, ça n'empêchait pas les décès. C'est pas un hasard, dans les documents qui sont vraiment sérieux, donc pas les sornettes qu'on raconte sur BFM, dans les documents boursiers qui sont publiés par exemple aux États-Unis, il n'était pas du tout dit que ça empêchait la transmission. Les bons hommes vous disaient, bon, peut-être, on n'est pas sûr, mais enfin bon, là, comme c'est vraiment de l'argent et que c'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers américains, on ne va pas raconter n'importe quoi comme qu'on est en train de parler aux citoyens français, soyons sérieux. Mais ça veut dire que les bons hommes qui ont commis l'escroquerie, les sociétés et leurs membres, au moins leurs dirigeants les plus importants, étaient bien conscients qu'ils étaient en train de mentir, étaient bien conscients qu'ils mettaient en œuvre tout un ensemble de manœuvres frauduleuses, et il suffit d'une seule, une manœuvre frauduleuse pour pouvoir obtenir le consentement. Par conséquent, la sanction qui s'applique à eux, c'est l'escroquerie en bande organisée. Et là-dessus, alors vous allez me dire, il nous a parlé 10 minutes d'un cours de droit, on était quand même venu pour autre chose, je suis désolé, on ne peut pas se refaire. Mais là-dessus, on rejoint le bon sens. C'est-à-dire que quand vous voulez regarder au sens moral avant de regarder un code pénal, vous dites, en fait, la réalité, c'est qu'on est tombé sur des escrocs qui nous ont trompés pour pouvoir obtenir notre consentement. Mais votre bon sens paysan de première impression rejoint en fait la technique juridique, parce que la sanction, c'est effectivement l'escroquerie en bande organisée. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Sonia, je représente l'association Verity France. Je suis une des cofondatrices avec monsieur Frédéric Beltra, qui est le président, et Guy Massip, qui est aussi cofondateur de Verity France. On est 3 et on est des familles victimes. On a perdu chacun un membre de notre famille. Pour moi, c'est ma nièce, je suis sa marraine. Et depuis 3 ans, je me bats pour arriver à la faire reconnaître. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Sophia, bien sûr, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Alors je suis venue à Vierzon cette année pour vous donner de l'espoir, en fait. Parce que l'année dernière, j'étais là aussi. Et grâce à la procédure de M. Baldan à Liège, dans laquelle notre président, donc M. Frédéric Beltra, s'est porté partie civile, je vais vous annoncer qu'on a obtenu l'intégralité des documents qui jusqu'alors peu étaient tenus secrets. Pour nous, c'est une immense victoire qui va nous permettre dans un temps proche de pouvoir nous défendre, nous les victimes, devant les tribunaux, et démontrer que depuis le début, nous avions raison. Ce produit n'était ni sûr et ni efficace. Nous avons les pièces en main qui le prouvent. En fait, on a obtenu des contrats non biffés. Alors, pour la nouvelle, c'est que nous sommes en train d'étudier la forme la plus adéquate pour les communiquer à l'ensemble des victimes ainsi qu'aux médias pour que la clarté soit faite autour de ces injections. Les différents dommages que nous avons subis et que nous subissons encore à ce jour, nous ont permis de nous unir et de créer un mouvement puissant qui nous permettra d'obtenir justice et vérité. Il faut qu'on continue à se battre contre les personnes qui ont joué avec notre santé, nos emplois et nos vies. Ils sont puissants, eux, mais nous le devenons chaque jour, un peu plus. Nous arriverons par le travail de chaque jour à faire tomber ce mur d'injustice. Parce qu'aujourd'hui, comme a dit Maître, à côté de moi, on s'est moqué de nous. Donc voilà. Alors aujourd'hui, M. Baldan devait être là avec moi. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, peut-être il a été retenu ailleurs. Il devait venir aussi M. Doyer. Marc Doyer devait être là, il est retenu à l'étranger. Il ne pouvait pas venir aussi. Donc je me retrouve toute seule à vous apporter cette nouvelle. Voilà. Croyez en vous, croyez en nous. La Société Verity France, on était l'année dernière. On vous a dit qu'on se battra contre ces institutions. Il est vrai qu'on a affaire à un gros mur devant nous, mais on est content parce qu'on a déjà une satisfaction, c'est qu'on a les contrats en main, non biffés. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus.
Alors, nous sommes présentes aujourd'hui, présidente et coprésidente de Verity France et vice-présidente. Verity France aussi, parce qu'on soutient. Oui, voilà, un lapsus, mais à fond, derrière eux, derrière toutes les associations. Nous sommes là pour fédérer, pour relayer toutes les actions et pas pour travailler chacun dans son coin. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir œuvrer et de relayer les actions de Verity France, de Solid Éclat et d'autres. Merci beaucoup en tout cas à Verity pour tout ce que vous avez fait. Alors moi, ce combat me tient vraiment à cœur puisqu'ils avaient commencé déjà à nous vacciner à l'époque. Moi, je suis victime du vaccin de l'hépatite B, avec une large campagne de propagande menée par Krouchner et Douste Blazy. Il faut citer les noms maintenant, hein, puisque nous sommes taxés de complotistes et de fous. On va quand même parler de ces gens-là. Donc à l'époque, il y a eu des plaintes. Moi-même, j'avais déposé plainte à l'époque au pôle santé publique de Paris. Alors donc, on ne nous parlait pas de l'ONIAM. Il n'y avait aucune information sur l'ONIAM, sur quoi ou qu'est-ce. Mon avocat de l'époque m'avait envoyé un courrier me disant « Votre plainte est recevable. En l'état de ce que vous nous communiquez, votre plainte est recevable. » Eh bien, figurez-vous que la personne qui était au pôle santé publique de Paris était Madame Berthola Geoffroy Odile, qui était juge d'instruction. Cette femme-là voulait aller au fond de ce dossier. Eh bien, qu'est-ce qu'il est advenu d'elle? Elle a été remplacée au pôle santé publique par un sbire qui avait certainement des affaires et des casseroles et qui s'est tu sur les dossiers. Donc j'ai reçu, je n'ai pas compris. Alors là, c'était la phrase « Oui, nous ne pouvons établir le lien de causalité ». Mais sur quoi? Je n'avais pas vu de médecin recours, c'est ça, Marc, hein, le médecin expert. J'avais vu personne, aucun conseil, voilà. Et aujourd'hui, on revient. Donc, ils ont déjà commencé depuis longtemps l'instauration. Après, c'est Madame Bachelot qui voulait nous imposer le H1, H5N1. Bon, ça a été un flop. Et puis là, voilà. Ben alors là, il y a plein de personnes qui sont retombées dans le panneau. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne communique pas assez ensemble. Et il faut vraiment, vraiment... Il est très important d'apprendre et de passer le relais à nos enfants, à nos petits-enfants, passer le relais et de dire voilà ce qui s'est passé. Il y a un devoir de mémoire sur tout ce qui a été fait autour de la santé des personnes et tout le mal qu'on nous a fait, parce que là, il s'agit quand même de génocide, il s'agit de personnes qui vont vivre à vie avec des effets secondaires. Et au-delà de ça, même si les effets secondaires se calment, parce que dans le cas de la sclérose en plaques, par exemple, c'est une maladie aléatoire où vous pouvez avoir des poussées qui vont vous mettre en chaise roulante, et puis le lendemain, vous allez galoper comme un lapin. C'est comme ça, la sclérose en plaques. C'est une maladie très spéciale. Mais au-delà de ça, il y a tout l'aspect de la vie au quotidien. Quand vous avez une sclérose en plaques et que vous voulez avoir des enfants, bah vous ne pouvez plus. Parce qu'en fait, on vous dit, attention, là, vous avez une maladie qui stagne, qui n'est pas révélée, mais si une grossesse peut faire ressurgir la maladie. Donc, votre vie est prise en otage par leur décision. Donc ça aussi, ça doit être indemnisé. Moi, je l'ai vécu. J'ai mis un terme, et je le dis, il faut parler clairement, nous sommes une grande famille. C'est ce qu'il faut comprendre. Et cette parole-là, elle doit passer. Je n'ai pas honte de dire ce que j'ai vécu. J'ai voulu avoir des enfants avec une personne. J'en avais déjà 2, dont je raconte ma vie. Mais c'est ce que l'on vit. Et c'est ce que plein d'autres vivront avec cette maladie, par exemple, sclérose en plaques. Et j'ai dit non. J'ai dit je ne peux pas parce que j'ai 2 enfants déjà et je ne peux pas me permettre de me retrouver dans un fauteuil roulant. Eh bien, nous nous sommes quittés en pleurant parce que cette personne n'avait pas d'enfant et que je ne pouvais pas lui en donner parce que je risquais de me retrouver dans un fauteuil roulant. Voilà ce que sont les conséquences de leur décision. Et ces gens-là doivent payer. Il y a eu Nuremberg, déjà. Il y en aura peut-être un deuxième. Et nous l'espérons avec ce qui se passe au niveau géopolitique, avec l'arrivée de monsieur... déjà, je ne me rends même pas compte. 2 minutes. Donc voilà, il faut vraiment... Et puis, là, il y a aussi les effets secondaires qui sont avérés, mais il y a des gens qui sont empoisonnés. Il y a eu tromperie aggravée, empoisonnement, non-consentement éclairé, puisqu'il n'y avait pas de notice.
Quand un médecin me dit « Ah oui, mais vous savez, le Doliprane est tout aussi dangereux. Oui, mais le Doliprane, on ne m'a pas enfermé chez moi, on ne m'a pas privé de vie sociale pour que je le prenne. » On a mis une pression telle que les gens ont couru à cela. Et il n'y avait pas de notice. On n'a présenté aucune notice. Alors, où est le consentement éclairé? Est-ce que les gens dans les vaccinodromes ont lu une notice? Non, elle était sur les mesvaccins.net. Fallait-il savoir, dans la pression qui était mise, où la trouver? Bref, je veux dire, moi, ça m'insupporte et ce dossier me tient vraiment à cœur. J'ai envie de voir finir, j'ai très envie, je suis passionnée de ça, j'ai envie de voir finir ces personnes dans les tribunaux, en prison. Et puisque Trump est au pouvoir et que Kennedy, Robert Jr. Kennedy, prend l'épaule de la santé, eh bien Guantanamo. Voilà, tout simplement. Je voulais rajouter, nous sommes partenaires du CSAPE. Vous pouvez trouver sur internet www.csape.international. Le CSAPE est un collectif de juristes. Ils ont déposé une plainte collective en juillet 2021 qui est toujours en cours actuellement, qui est alimentée tous les ans par des preuves pour qu'elle puisse rester en cours. Et cette plainte collective, on peut la rejoindre individuellement. Je vous invite tous à rejoindre cette plainte de manière individuelle. C'est nos droits, nous devons nous réveiller et faire valoir nos droits. Merci beaucoup. Est-ce que vous sentez ce vent dans la pièce? Ce vent d'outre-Atlantique qui vient, vous avez compris? L'image. Bon, la vraie question, je vais vous retracer une discussion que j'ai eue hier avec un de mes confrères, un des rares confrères du barreau de Montpellier qui m'a soutenu lorsque j'ai commencé à me dire qu'il se passait quelque chose d'anormal au regard des libertés fondamentales et de la crise sanitaire. Il me dit, tu sais, le temps où on verra Véran derrière les barreaux, c'est un temps qu'on pourra connaître dans quelques années. Mais il faut se baser sur ce qu'on a connu déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, avec notamment le procès de Klaus Barbie. Klaus Barbie, c'est pas intervenu dans les années 40, ni dans les années 50, ni dans les années 60, c'est les années 80. Alors, c'était une autre époque, il n'avait pas X, et c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs ils veulent le fermer, c'est parce que ça va très vite, l'information. Et qu'aujourd'hui, celui qui veut être informé peut être informé. Quand on parle effectivement d'indemnisation, d'effets secondaires, il y a plusieurs éléments psychologiques qui entrent en compte. On a évoqué beaucoup d'éléments juridiques. On va compléter avec ça parce que je pense que ça sera une bonne conclusion. Le premier point, c'est beaucoup de victimes d'effets secondaires ne font pas le lien avec la vaccination. Ne le font pas parce qu'ils ne le peuvent pas. Ne le peuvent pas parce qu'ils sont sous l'effet de la propagande et que ça voudrait dire aussi qu'ils se sont fait avoir. Et c'est dur de considérer qu'on s'est fait avoir. Mais il y a énormément de personnes que vous connaissez autour de vous qui ont fait des effets secondaires et qui ne les ont jamais fait remonter. Parce que nous sommes dans une pharmacovigilance passive, c'est-à-dire qui repose sur les déclarations spontanées des victimes. Donc le premier point, c'est d'arriver à passer cette bascule psychologique dans laquelle les victimes sont coincées, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles arrivent déjà elles-mêmes à faire le lien entre vaccination et effets secondaires. La deuxième chose, c'est une conversation que j'ai eue tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas du tout prévu, ça s'est passé comme ça. Et donc j'ai discuté avec une dame adorable qui était victime d'effets secondaires et qui me dit « Je ne veux pas me retourner contre l'ONIAM, contre l'État, parce qu'en fait ça signifierait que ce serait encore l'État, nous, qui serait amené à m'indemniser. » Donc je lui ai dit que effectivement le côté soignant allait vraiment beaucoup trop loin. Il fallait à un moment donné aussi penser pour soi-même. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Et je lui ai dit, si vous voulez mener effectivement une guerre contre les laboratoires, faites-vous déjà indemniser, et comme ça vous aurez les ressources pour pouvoir effectivement mener ce combat contre l'industrie pharmaceutique. Donc je pense qu'il ne faut pas culpabiliser lorsque vous êtes victime d'un effet secondaire pour vous faire indemniser. On parle de 3 000 milliards de dettes, c'est pas quelques centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros, parce que j'ai deux décisions dont je vais vous parler. On verra que l'indemnisation peut être quand même assez intéressante, mais c'est clairement pas ça qui va mettre en faillite et en banqueroute la France. D'accord ? C'est plutôt, effectivement, les desiderata de nos hommes politiques, et notamment le dernier fauteuil de Gérard Larcher, à 42 000 euros. J'espère que vous êtes contents de payer des impôts. Concernant les effets secondaires, il y a quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous l'avez vu passer
tribunal administratif de Montpellier le 9 décembre qui reconnaît, pour la première fois en France, un effet secondaire imputable à la vaccination contre la Covid-19. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui. Super. Donc c'est un premier pas vers le droit à indemnisation des victimes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le vaccin n'était pas sûr, ça veut dire que le vaccin n'était pas efficace, et ça veut dire qu'il est possible d'obtenir une indemnisation, une réparation. Alors, côté moins bon, c'est qu'elle a touché seulement 63 000 euros dans cette affaire. Évidemment, quand votre vie est détruite, 63 000 euros, ça ne correspond vraiment pas à ce à quoi elle pourrait prétendre. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle probablement cette personne va faire appel. Ce n'est pas une de mes clientes, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des magistrats qui sont ouverts à l'indemnisation, et donc il faut vraiment faire sauter les verrous mentaux qui sont en fait des blocages. La deuxième décision, c'est une décision très intéressante sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, qui est une décision du tribunal administratif de Lille, qui a été rendue en avril 2024. Pareil, c'est très récent. Vous n'en avez probablement pas entendu parler parce que ce n'est pas en lien avec la Covid-19, c'est en lien avec la vaccination H1N1. Il y a donc 10 ans. 10 ans de ça, donc parcours du combattant, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais pour autant, ici, indemnisation 1 200 000 euros. Ok, c'est pas beaucoup, elle demandait 2,4 millions. Mais quand même, 1 200 000 euros, c'est ce qui se passe quand on replace véritablement une personne dans la situation qui aurait été la sienne. Elle ne s'est pas enrichie, cette personne. Elle a simplement été réparée. Mais c'est ce type d'indemnisation dont on est en train de parler. C'est loin des 3 000 milliards, mais on ne parle pas de 10 000 euros. Donc évidemment, le droit des victimes à être indemnisées, il a un côté réparateur, et on peut considérer peut-être, pour certains, qu'il serait un intérêt égoïste. Mais moi, j'y vois derrière ces recours indemnitaires pour les victimes également une justice. Et une justice, pourquoi? Parce que lorsque les laboratoires pharmaceutiques se diront que, véritablement, il n'est pas possible de faire du fric en France, en raison notamment du caractère extrêmement procédurier des Français, je peux vous assurer que ce type de crise sanitaire sera beaucoup moins facile à mener et que probablement à l'avenir, notamment pour nos enfants, parce que on en a parlé très rapidement, notre confrère italien en a parlé très rapidement, mais effectivement, ils ont énormément souffert, et ce sont des générations qui seront peut-être beaucoup plus dociles et beaucoup plus en phase à se soumettre compte tenu du port du masque qu'ils ont subi pendant des jours entiers et des heures entières lorsqu'ils étaient dans les établissements scolaires. Moi, je pense que lorsqu'on fait effectivement ces recours, il y a aussi un caractère collectif, parce que le message qui passe, c'est « on ne se laissera pas faire », et si jamais vous voulez recommencer, il vous en coûtera. Voilà, je vous remercie. Je voulais simplement dire quelques mots sur le lien de causalité. D'abord, c'est vrai qu'il est difficile à établir, et souvent, j'ai l'impression qu'on renverse la charge de la preuve, en ce sens que quand une vaccination est obligatoire, mais nous, on n'a rien demandé. À ce moment-là, c'est à eux à démontrer que le vaccin est correct et que le produit qu'ils nous donnent est un produit qui n'est pas dangereux et qui est efficace. C'est à eux de le démontrer. Bon, d'autre part, le lien de causalité, ça se heurte toujours dans cette matière à ce dogme, à une religion. Depuis 50 ans, en France, le vaccin, c'est une religion. Donc on ne vérifie rien. Tout ce qui est possible dans les médicaments qu'on enlève parce que c'est toxique, eh bien, on l'accepte parce que, ah, mais c'est un vaccin. Donc c'est un sacrement. C'est un petit peu comme quand vous communiez à l'église, il n'y a personne qui dit, est-ce que l'hostie est stérilisée, est-ce qu'il y a une date de péremption? Ben non, 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 on croit. Bon, c'est la même chose. Donc c'est contre ça qu'on se heurte. Et pourtant, j'ai obtenu une décision de la Cour d'appel de Rennes en matière de vaccination hépatite B pour une infirmière, dans laquelle aucun antécédent, 40 ans, bonne santé, quelques heures après l'injection, elle commence à avoir des problèmes, puis sclérose en plaques diagnostiquée quelques mois plus tard. À l'audience, j'ai dit à la Cour d'appel, si je donne un coup de poing dans le nez à l'expert, il va saigner du nez et il aura mal. Mais il n'arrivera jamais à me démontrer scientifiquement que le saignement de nez n'est pas une coïncidence. En plus, je pourrais toujours lui dire, ah mais attendez, on a fait des études, on a fait des recherches, on a travaillé sur le coût
que fait le son que fait votre coup de poing. Or là, le coup de poing, il est sonore, il n'est pas sonore. En décibels, il n'y a rien. Donc vous n'avez pas mal. Bon. Eh bien, j'ai obtenu la présomption d'imputabilité parce que l'expert à qui on avait posé la question, on lui avait dit, monsieur l'expert, puisque ça ne vient pas du vaccin, d'où vient la maladie? Et il répondait, on ne sait pas d'où ça vient, mais ce n'est pas le vaccin. Bon, alors ça, c'est un discours qui ne passait pas. Et on a obtenu, grâce à ça, hein, je l'ai obtenu avec le même raisonnement devant d'autres juridictions en matière de vaccin hépatite B. Alors, en ce qui concerne la théorie Al Capone, mon confrère a raison. C'est vrai, l'escroquerie, c'est une bonne idée. Moi, j'avais pour objectif de lancer des procédures criminelles pour empoisonnement dans toute la France pour que tous les parquets de France aient conscience qu'on empoisonnait les gens. Et d'autre part, je disais, attention, vaccination obligatoire, la loi, oui, mais le produit, est-ce que c'est un vaccin? Mais beaucoup de virologues vous disent non, c'est pas un vaccin. Donc on empoisonne les gens avec un produit qui n'est pas un vaccin, mais qui est de la thérapie génique. Donc on échappe un petit peu à ce postulat, suivant lequel, bien, puisque la loi autorise, on pouvait le faire. Ensuite, c'est pas un vaccin, donc on nous empoisonne. Et puis, de toute manière, en 1944, tous les gens qui ont été jugés et qui ont prétendu, mais moi j'ai respecté la loi, j'ai appliqué ce qu'on me disait de faire, ce que j'étais autorisé de par la loi, et bien ils ont été condamnés quand même. Bon, donc, et c'est maintenant dans des textes de loi concernant la fonction publique, lorsqu'une loi a des conséquences graves pour un citoyen, on a non seulement le droit, mais le devoir de ne pas la respecter. Alors c'est en vertu de tous ces éléments que j'ai dit aux gens, ben, on y va, on dépose des plaintes pour empoisonnement et tentative d'empoisonnement. Voilà. Alors, effectivement, c'est vrai, c'était plus facile d'aller sur le plan de la tromperie ou l'escroquerie, c'est vrai. Mais ça faisait... j'en parlais aux victimes ou aux gens qu'on avait tenté d'empoisonner par tout ce baratin. Et ils me disaient non, on veut aller aux criminels parce qu'on veut que l'opinion sache qu'on a tenté de nous empoisonner et qu'on a empoisonné des milliers de personnes. Vous ne savez peut-être pas, mais dès les premiers mois de la vaccination, les premiers rapports de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité, faisaient état de 20 000 déclarations d'effets indésirables, dont 25% graves. Aujourd'hui, on en est à plus de 200 000 déclarations qui ne représentent à peine que 10% de la réalité. Vous vous rendez compte du nombre de victimes qu'on a fait avec ce vaccin. Bon, voilà un petit peu, grosso modo, ce débat qui est loin d'être terminé, qui va continuer. Et vous avez bien compris que c'est un débat mondial, une escroquerie mondiale en bande organisée. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement la présence de notre confrère italien qui effectivement, se bat contre la même chose. Et dans tout le monde occidental, on se bat contre la même chose. Et il y a beaucoup de pays qui ont résisté, qui n'ont pas accepté les diktats de l'OMS. Eh bien, il y a 5 pays d'Afrique, 5 présidents assassinés. Alors, je dis rien, mais ce sont des faits. Les faits, ils sont là. En cour d'assises, on se dit, monsieur, les faits sont têtus. Merci à vous. Je convie les personnes qui sont en attente de bien vouloir monter sur scène, en laissant les personnes qui sont sur scène de bien vouloir descendre. Merci beaucoup, messieurs et mesdames, qui avaient participé à cette intervention juridique.